Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à l'épisode 4 de nos aventures londoniennes. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, nous sommes allés entre copines à Londres en septembre 2025. Chaque jour, Laïe nous a concocté un petit programme des plus incroyables et pour aujourd'hui, l'avant-dernier jour de notre voyage, nous avions plein de choses à voir. Tant et si bien que pour éviter que ce vlog ne dure 1 heure, j'ai dû supprimer tout un pan d'exposition de la vidéo. Mais rassurez-vous, cet épisode bonus arrivera très rapidement. Je crois que de tout le voyage, cette journée a été ma préférée, tant par les expositions que par les lieux que nous avons vus. Nous avons donc pris la route direction Buckingham, où nous y sommes restés une bonne partie de la matinée et de l'après-midi, car il y avait beaucoup de choses à voir. Entre autres, une exposition que j'attendais avec beaucoup d'impatience, puis les écuries et enfin la visite de Buckingham. Pour cette dernière, il était interdit de filmer à l'intérieur, je garde donc la visite de ce lieu dans mes souvenirs. Mais pour le reste, j'ai pu filmer l'incroyable exposition The Edwardian Age of Elegance à la King's Gallery du palais de Buckingham. Alors par avance, il va y avoir beaucoup de noms de famille que j'espère ne pas écorcher. Si c'est le cas, mes excuses par avance et également mes excuses pour mon accent anglais. Nous commençons donc avec l'exposition édouardienne qui nous permet de retracer l'opulence et la mode d'une époque dorée, celle qui s'étend du mariage d'Édouard et d'Alexandra en 1863 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette exposition, qui est la première de la Royal Collection Trust, entièrement consacrée à l'ère édouardienne, a réuni plus de 300 objets et près de la moitié exposés pour la première fois. Pour vous donner un peu de contexte, en 1863, le mariage d'Albert-Édouard, alors prince de Galles avec la jeune princesse danoise Alexandra, futur Édouard VII et reine Alexandra, marque le début d'une ère nouvelle pour la famille royale. Ce couple prestigieux devient une référence en matière de mode et une figure centrale de la vie mondaine. Si la reine Victoria règne toujours, elle le fait à l'abri des regards, plongée dans un deuil profond après la perte de son époux, le prince Albert. Édouard et Alexandra offrent à la monarchie un visage nouveau, dynamique et accessible, tout en instaurant une cour à l'image de leur propre élégance. Leur fils Georges et son épouse Marie perpétueront cette tradition de raffinement jusqu'aux prémices de la guerre. Puis on arrive devant les deux portraits d'Édouard et d'Alexandra. Mesurant plus de 3 mètres de haut, ils capturent la majesté du couple. Ces portraits très en vogue, peints 1 an après le mariage d'Édouard et de son épouse danoise, incarnent le glamour de l'époque. Ensemble, ils représentaient une nouvelle génération de membres de la famille royale et occupaient le devant de la scène mondaine, alors que la reine Victoria était toujours en deuil. Le prince porte l'élégant uniforme de colonel du 10e régiment de hussards, grade auquel il avait été nommé en 1863. Lauritz Tuxson signa ce tableau monumental, La famille de la reine Victoria en 1887. Tuxson peint aussi l'onction d'Alexandra lors du couronnement, une œuvre exposée pour la première fois en plus d'1 siècle, pleine de solennité et de splendeur que l'on va voir un peu plus tard. Mais à présent, dirigeons-nous vers le premier costume, qui est d'ailleurs le costume d'Alexandra. En 1871, Édouard et Alexandra assistèrent à un bal organisé dans le quartier de St. James à Londres. Ce bal costumé marquait le centenaire de la naissance de l'écrivain romantique Sir Walter Scott. Les costumes s'inspiraient de ses romans.
Édouard y apparut en Seigneur des Îles, personnage éponyme d'un poème de 1815, tandis qu'Alexandra était costumée en Marie Stuart, reine d'Écosse, personnage du roman L'Abbé. Sa tenue comprenait un éventail de plumes, un modèle porté par plusieurs invités et fabriqué au Brésil. Pierre II du Brésil assistait également au bal et a peut-être offert cet éventail en cadeau. Chaque invité fait réaliser une tenue inspirée de personnages historiques à partir de véritables portraits et de recherches dans les collections royales. La robe d'Alexandra reprend les codes de la Renaissance. Un lourd velours, des manches richement décorées, une collerette de dentelle et de nombreuses pierres précieuses. Chaque détail est pensé pour rappeler les portraits officiels de Marie Stuart. La reine d'Écosse est alors une figure romantique très populaire dans toute l'Europe. En choisissant ce personnage, Alexandra participe à cette véritable passion pour les grandes figures du passé. Ces grands bals historiques sont aussi une démonstration de richesse. Les invités commandent des costumes réalisés par les meilleurs ateliers de Londres et de Paris. Beaucoup coûtent autant qu'une véritable robe de cour. Les photographies conservées aujourd'hui montrent des salles remplies de souverains, de nobles et d'aristocrates incarnant des personnages venus de toutes les époques de l'histoire européenne. Les garden parties constituaient un élément incontournable de la vie mondaine édouardienne. La première eut lieu au palais de Buckingham en 1887, lors des célébrations du jubilé de la reine Victoria. D'une élégance naturelle, Alexandra, que l'on voit vêtue de blanc, accompagne la reine Victoria alors que celle-ci quitte les lieux. Édouard, coiffé d'un haut de forme, se tient au second plan. À gauche figure le futur Édouard VIII, fils aîné de George et Marie, vêtu d'une tenue de marin. L'une des merveilles et pour laquelle j'ai eu, je dois l'avouer, quelques larmes aux yeux, reste la sublime robe de couronnement d'Alexandra, exposée pour la première fois en plus de 30 ans, après plus de 100 heures de restauration. Depuis des siècles, les reines portent traditionnellement une robe blanche ou ivoire pour cette cérémonie, mais Alexandra décide pourtant de rompre avec cette tradition et elle choisit de porter une robe entièrement dorée. Cette tenue est également innovante pour une autre raison. Pour la première fois, sur une robe de couronnement, les symboles des différentes nations du Royaume-Uni sont brodés directement dans le décor. La rose pour l'Angleterre, le chardon pour l'Écosse et le trèfle pour l'Irlande. La conception de la robe de couronnement d'Alexandra fut tenue secrète durant tout le temps de sa fabrication et fut d'ailleurs une suggestion de la reine elle-même. Elle choisit le tissu et l'aspect général de la robe, qui est d'ailleurs constituée d'une gaze de soie recouverte d'un fin filet de soie brodé de milliers de petites paillettes d'or. Le couronnement de 1902 marqua la première utilisation de l'éclairage électrique pour une cérémonie royale à l'abbaye de Westminster et fait ainsi briller la robe d'une manière totalement inédite. Les journaux de l'époque racontent que la reine semblait entourée d'un véritable halo lumineux. Elle choisit la maison de couture française Morin-Blossier, fondée par des femmes, en l'occurrence 2 sœurs françaises, Victoire et Marie, pour créer cette incroyable robe. Ce qui est bien pensé dans l'expo, c'est que l'on peut comparer la véritable robe avec sa représentation peinte quelques mois après le couronnement, car le tableau se trouve juste derrière.
Mais l'exposition ne parle pas uniquement de vêtements car en réalité, il n'y en avait que 3 d'exposés. Elle présente aussi les bijoux de la famille royale, notamment plusieurs créations offertes lors de mariages ou de voyages officiels. Inspirée par un diadème porté par Maria Féodorovna, la sœur d'Alexandra, cette pièce reprend la forme de la coiffe traditionnelle des jeunes filles russes appelée kokochnik. Elle fut réalisée pour les noces d'argent d'Alexandra en 1888, offerte par des dames de la haute société sous l'égide de Georgina, marquise de Salisbury. Alexandra porta ce diadème lors du mariage de son fils Georges en 1893. Rompant de manière notable et peut-être surprenante avec la tradition royale, Édouard choisit de commander de nouveaux trônes pour son couronnement à la maison française Carlian et Beaumetz. C'est absolument pas un nom français, mais c'est pas grave. Bien qu'ornés de nombreux symboles nationaux britanniques, ces sièges imposants témoignent de l'intérêt du roi pour le design français. On ignore si leur fabrication a eu lieu en France ou en Angleterre. Le mariage de Georges et Marie fut célébré dans la majestueuse chapelle royale du palais Saint-James, baignée de lumière. La princesse portait une robe de mariée en satin de soie ivoire, brodée d'emblèmes nationaux et ornée de dentelles ainsi que de fleurs d'oranger, symbole traditionnel de fertilité et de pureté. Ici est représentée la princesse Alice de Battenberg, qui était une cousine éloignée de George V et devint princesse André de Grèce et de Danemark lors de son mariage. Ce portrait respire le raffinement et la grâce, présentant Alexandra, alors âgée ici d'une 60aine d'années, comme une figure de proue de la mode. Lorsqu'elle était princesse, elle avait popularisé les colliers ras du cou, portés à l'origine pour dissimuler une petite cicatrice au niveau du cou. Elle arbore ici un collier de diamants au travail complexe, réalisé par Cartier en 1904, ainsi que la petite couronne de la reine Victoria. Contrairement à Alexandra qui tenait à personnaliser sa robe et ses bijoux de couronnement, Marie chérissait la tradition. Le portrait officiel immortalise sa robe, créée par la maison londonienne Réville et Rossitier, richement brodée d'emblèmes nationaux, de motifs évoquant les océans et le lotus, comme elle l'écrivait elle-même, pour moi qui aime la tradition et le passé et qui suis anglaise jusqu'au bout des ongles, la cérémonie fut un moment d'une solennité profonde qui a touché ma sensibilité bien plus que je ne saurais l'exprimer. Située dans l'intérieur faiblement éclairé du Salon Blanc, cette étude pour une œuvre de plus grande envergure, commandée par la National Portrait Gallery de Londres, représente Georges, Marie et leurs 2 enfants aînés, la princesse Marie et le futur Édouard VIII. Ce portrait a été réalisé alors que les tensions s'intensifiaient en Europe. Le faste de l'époque édouardienne cède la place à une atmosphère plus sombre. Ce diadème a été conçu comme la pièce maîtresse de la parure d'émeraude et de diamants de la reine Marie. Cette parure comprenait également un collier, une pièce de corsage, une broche et des boucles d'oreilles. Les pierres provenaient en grande partie d'un collier que Marie possédait déjà. Les émeraudes qui ornaient à l'origine la partie supérieure du diadème furent retirées par la suite et Marie portait traditionnellement la pièce sans elle. Et pourtant derrière ce luxe se cache une époque en train de basculer. Les tensions internationales grandissent, les mouvements sociaux prennent de l'importance, les revendications pour le droit de vote des femmes se développent et quelques années plus tard,
La Première Guerre mondiale met brutalement fin à cette période d'insouciance. Avec elle disparaît aussi cette vision d'une monarchie tournée vers le faste et les grandes cérémonies. On quitte les salles du palais car le voyage se poursuit dans un lieu beaucoup plus discret mais tout aussi important, les Royal Mews, qui sont en gros les écuries royales de Buckingham. Depuis près de 2 siècles, c'est ici que sont entretenus les chevaux, les carrosses et les voitures officielles de la famille royale britannique. Le bâtiment actuel est construit dans les années 1820 sous le règne de George IV. Aujourd'hui encore, ces écuries sont toujours en activité. Les artisans restaurent les carrosses selon des techniques anciennes. Les chevaux y sont entraînés quotidiennement afin que tout soit prêt pour les cérémonies officielles. L'Irish State Coach. Construit au milieu du XIXe siècle à Dublin, il devint rapidement le carrosse préféré de la reine Victoria. Après la mort du prince Albert, elle abandonne le Gold State Coach qu'elle juge trop fastueux pour la période de deuil qu'elle traverse. Ce carrosse devient alors son principal moyen de transport lors des grandes cérémonies officielles. Aujourd'hui encore, il est régulièrement utilisé pour l'ouverture du Parlement britannique. Parmi les autres carrosses exposés figure également le Glass Coach. Avec ses grandes parois vitrées, il est conçu pour permettre au public d'apercevoir facilement les passagers. C'est dans ce carrosse que plusieurs mariées royales ont effectué leur procession, notamment la princesse Elisabeth lors de son mariage en 1947. La lumière traverse entièrement l'habitacle, mettant en valeur les robes de cérémonie et les bijoux. Ce carrosse mythique est le carrosse utilisé pour célébrer le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. Pour la petite histoire, ce carrosse a été construit à partir de matériaux provenant de bâtiments historiques et de navires britanniques. Par exemple, la couronne dorée située au-dessus de la voiture a été taillée dans le chêne du navire HMS Victory, les panneaux intérieurs d'un château en Grande-Bretagne, et il y aurait même un morceau de robe de Florence Nightingale et le plomb d'une balle de mousqueton du champ de bataille de Waterloo. C'est ce qu'on peut appeler du bon recyclage. Ce dernier carrosse construit pour la famille royale est d'ailleurs très confortable et il a notamment des vitres électriques, un chauffage et même de la climatisation. Une fois que l'on a admiré tous les carrosses et que l'on pense en avoir fini, on débouche sur l'immense Gold State Coach. Avec ses sculptures dorées, ses personnages mythologiques et ses dimensions impressionnantes, il ressemble davantage à un petit palais sur roue qu'à un simple moyen de transport. Ce carrosse est commandé par le roi George III en 1762. Depuis le couronnement de Guillaume IV en 1831, il est utilisé pour presque tous les couronnements britanniques, y compris ceux d'Élisabeth II en 1953 et plus récemment celui de Charles III en 2023. À lui seul, il mesure plus de 7 mètres de long,
près de 4 mètres de haut et pèse environ 4 tonnes. Il est pour cela nécessaire d'avoir 8 chevaux pour le tirer. Il est réalisé en bois recouvert de fines feuilles d'or. Les sculptures représentent des tritons, des angelots et des divinités antiques. Malgré son apparence spectaculaire, il n'est pas vraiment réputé pour son confort. Selon les termes du roi Guillaume IV, un ancien officier de la marine, être transporté par le Gold State Coach était comme être à bord d'un navire, je cite, « se jetant dans une mer agitée ». La reine Victoria se plaignait de l'oscillation angoissante de la cabine, elle refusait souvent de se faire transporter dans cette calèche. En monarque un peu plus tardif, le roi George VI déclara que son voyage était, je cite, l'une des balades les plus inconfortables de sa vie. La reine Elisabeth II parlait de son trajet de couronnement dans le carrosse comme horrible et pas très confortable. En bref, vous l'aurez compris, c'est peut-être un beau carrosse, mais il n'est pas du tout confortable. Mais les écuries ne présentent pas seulement des carrosses, on y découvre également les célèbres chevaux Windsor Grey, reconnaissables à leur robe grise presque blanche, sont traditionnellement choisis pour tirer les plus prestigieux carrosses royaux. Les Cleveland Bay, plus foncés, sont souvent utilisés pour les autres cérémonies. Chaque cheval suit un entraînement précis afin de rester parfaitement calme au milieu des foules, des fanfares et des milliers de spectateurs. Après l'agitation du centre de Londres et le faste des résidences royales, le calme reprend peu à peu sa place. Nous sommes allés visiter Kensington et c'est cette partie que j'ai supprimée de ce vlog pour en faire une visite dédiée, un peu comme un épisode bonus. Car en plus d'avoir visité le domaine, il y avait une exposition très intéressante avec notamment un corsage de la reine Victoria ainsi que des tailleurs de la princesse Diana. Nous avons donc pris le chemin du retour en passant par le cœur de Hyde Park avec ses bassins, ses fontaines et ses sculptures. On pourrait presque oublier que l'on se trouve dans l'une des capitales les plus animées d'Europe. Oh, il court vite, c'est quoi ça? T'as vu comment il court? Non. Je suis choquée là. Chétif de rien du tout, ouais. Il court plus vite qu'un autre chien. Oh, mon petit cœur. Ryan est en bas. Ah, ok, d'accord. Oh putain, mais j'ai eu trop peur. Vas-y. Et c'est complètement par hasard que nous avons débouché sur ce jardin qui est appelé un jardin italien. Ils sont aménagés au milieu du 19e siècle à l'initiative du prince Albert, alors époux de la reine Victoria.
Grand amateur d'art et d'architecture, Albert souhaite créer un espace inspiré des jardins de la Renaissance italienne qu'il admire lors de ses voyages sur le continent. Les travaux sont achevés en 1860, quelques mois avant sa disparition. Les jardins deviennent ainsi l'un de ses derniers grands projets. Ah, il y a un autre là-bas, là, y est. En observant les détails, on découvre des dauphins, des coquillages, des visages sculptés et des motifs inspirés de l'Antiquité. Il est difficile presque d'imaginer qu'à quelques centaines de mètres seulement circulent des milliers de voitures et que la ville continue son rythme effréné. D'ailleurs, si vous y allez, saurez-vous repérer les 5 principaux modèles d'urnes qui ornent la balustrade. On y voit un sein de cygne, une tête de femme, une tête de bélier, un dauphin et une urne ovale. Cherchez également les initiales de la reine Victoria et du prince Albert sur l'un des murs au nord des jardins. Et c'est ainsi qu'après une journée très chargée, nous sommes rentrés à notre Airbnb, la tête encore dans les expos que l'on a vus. Il nous reste encore un épisode et un petit bonus, et ce sera déjà la fin de notre aventure londonienne. Mais je me réconforte en me disant qu'en septembre, donc d'ici 2 mois, nous y retournerons et ça va être, j'en suis persuadée, tout aussi incroyable. Et sur le chemin du retour, il y avait cette petite maison qui ressemble à un cottage que j'ai adoré. Avec l'automne arrivant, j'avais qu'une envie, c'était de me rouler dans un plaid et de visionner des films dans cette maison qui avait l'air beaucoup trop cosy. Oh ma vie. Oh, t'es trop beau, toi. Alors pour continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner et pour ne rien louper, vous pouvez également activer la cloche. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps. En costume marin, Tuxen peint aussi l'onction